Bonjour à tous, donc Claire Goyon de l'Aprel. L'Aprel est une station d'expérimentation à Saint-Rémy-de-Provence où on fait des essais chez les producteurs directement. Donc je vais vous proposer de vous parler d'un projet qu'on a appelé MACMA, qui a démarré il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans exactement, sur les couverts justement. Donc ce projet-là, en fait, il est aussi, faut dire qu'il est financé par la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône. C'est vrai que c'est pas habituel, mais la CNR, dans son objectif de développement économique et de transition écologique sur la vallée du Rhône, en fait, ils gèrent à la fois toutes les questions d'électricité hydraulique, de navigation, mais aussi le volet agricole est un de leurs objectifs, notamment pour préserver la ressource en eau et optimiser la gestion, mais aussi accompagner les producteurs sur la transition agroécologique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on leur a proposé notre projet sur les couverts végétaux. Et on cherche en fait à exploiter la diversité des couverts végétaux dans les systèmes maraîchers durables. Donc comme l'a dit Hélène, en fait, il y a déjà des choses qui sont faites chez les maraîchers, mais on a le sentiment qu'il y a encore beaucoup plus de choses qui sont possibles de faire. Donc on voulait travailler ensemble sur la diversité des espèces, puisqu'aujourd'hui c'est surtout le sorgho qui est pratiqué, donc c'est une graminée, mais il y a d'autres graminées, d'autres familles de plantes comme les légumineuses et les crucifères qui peuvent apporter d'autres intérêts. Donc on voulait explorer tout ça dans le système maraîcher, et aussi une diversité d'utilisation, puisque donc le sorgho, enfin ce qui est pratiqué aujourd'hui, le sorgho en interculture d'été, peut se décliner aussi avec des intercultures plutôt en hiver, plutôt au printemps, ou même introduire des couverts végétaux en même temps que les cultures de production, les cultures palissées. Donc on a bien conscience que les couverts végétaux peuvent répondre à plusieurs services, qui sont notamment les attentes justement des maraîchers, des services sur l'amélioration du sol, autant la structure que la santé en termes de ravageurs du sol, ravageurs biotelluriques ou la fertilité. La maîtrise des adventices, c'est aussi un gros volet de cette technique. L'amélioration du climat, c'est un peu plus récent. On pense qu'avec les couverts végétaux, en fait, on peut améliorer le climat sous abri, justement, si c'est en association avec la culture, et de manière générale, éviter de laisser un sol nu pour préserver un peu les outils. Et certains couverts peuvent aussi faire de l'attractivité pour les pollinisateurs ou les auxiliaires. Donc on a sur la grille, c'est différents volets d'utilisation, interculture d'été, d'hiver, interrang ou sur-rang, c'est les grands axes qu'on va chercher à travailler dans MACMA. Sur un planning donc, qui a commencé en 2023, donc pour des phases d'essai et d'expérimentation, puisque après on est surtout porté sur les tests et l'expérimentation avec les producteurs. On va adapter les techniques pendant 3 ans, on va essayer de trouver les bonnes techniques. Et les 2 dernières années du projet, on se les consacrera pour valider, intégrer et déployer tout ce qu'on a pu développer sur les 3 premières années. Donc on parlait du collectif. Donc c'est vrai que sans les producteurs motivés, on avance moins bien. Donc on a créé autour de ce projet-là un collectif de 4 producteurs. Alors c'est un petit collectif, mais en fait en maraîchage, il y a tellement de cultures qui s'enchaînent, tellement d'observations à faire que vaut mieux se concentrer sur 4 exploitations bien suivies plutôt que 15 moins bien suivies. Donc c'était un peu notre choix. Et en fait, tout ça, c'est parti vraiment d'une motivation d'un producteur. D'ailleurs, il y a 2 ans au Médagri, on s'est croisés, c'est un producteur qu'on connaissait, mais qui a vraiment exprimé cette volonté de travailler sur les couverts. Et voilà, avec la volonté qu'il avait, on a suivi le mouvement, on a monté ce projet-là. Donc c'est vraiment à l'initiative des producteurs d'avancer là-dessus. Donc ces 4 producteurs, donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2 en système bio et 2 en système conventionnel, qui sont répartis géographiquement assez proches, le plus excentré étant à Lambesc, les autres plutôt autour de Saint-Rémy-de-Provence, où il y a la Prel. Et ces producteurs-là sont bien sûr accompagnés par 2 organismes, des CETA, qui sont les centres d'études techniques agricoles, qui apportent du conseil dans un groupe de producteurs. Donc le CETA du Soleil pour la partie Château-Renard, Graveson, Tarascon, et le CETA des Guerres pour le producteur à Lambesc. Avant de démarrer le projet avec les producteurs, on a vraiment pris le temps d'échanger avec chacun d'entre eux en fait, sur leurs objectifs par rapport à cette thématique de travail-là. Donc sur les 4 producteurs, ils ont tous répondu sur 4 volets principaux. C'est l'amélioration du climat sous abri. Ils étaient tous motivés pour que les couverts puissent être travaillés dans ce sens-là. La réduction des pathogènes du sol, ça c'était aussi une de leurs priorités, notamment par rapport aux nématodes ou à des champignons du sol comme la fusariose en salade. Ensuite, l'entretien de la matière organique est aussi quelque chose qui est revenu et qui est commun à ces producteurs-là.
et l'homogénéité du sol au niveau minéral, en fait, tout ce qui a trait à la fertilité du sol. Ensuite, il y avait d'autres intérêts, mais qui sont moins ressortis prioritaires, mais donc qui rassemblent bien ces producteurs. Donc pour continuer sur le collectif et la démarche qu'on a du coup ensemble, donc on fait ce temps de discussion avec les producteurs pour vraiment bien cerner leurs besoins, leurs motivations, puisqu'ensuite les essais vont être mis en place chez eux. Donc il faut vraiment que ça réponde à ce qu'ils ont besoin de travailler. Donc ensuite, la partie technicien et expérimentateur, on essaye de réfléchir à orienter des essais dans ce sens-là, un peu spécifique pour chacun des producteurs. Donc ça demande de la recherche biblio, aller chercher vraiment les nouvelles espèces de couverts végétaux qu'on peut travailler, qui soient compatibles avec nos conditions de culture. Il faut aussi aller chercher les ressources des fournisseurs de semences, parce qu'on peut avoir des références bibliographiques des pays tropicaux, mais il n'y aura pas forcément de disponibilité de semences facile. Et ensuite, un dispositif qui puisse être adapté sans trop de contraintes non plus au niveau de l'exploitation. Et ensuite, on met en place ces essais-là. Donc, on prépare tout, on sème et on voit l'évolution des couverts. On fait des analyses de résultats. Donc, on a plein d'indicateurs au cours de le développement des couverts, des observations, des mesures pour accumuler toutes ces références-là et en faire ensuite un bagage de références et de résultats qui seront partagés par la suite avec des visites, des fiches techniques, des réunions et comme aujourd'hui, des présentations globales. Et chaque année, en fait, on fait un bilan. Donc, on fait plutôt ça sous forme d'atelier avec les producteurs aussi, puisque c'est très participatif. Et les discussions de cet atelier permettent de régénérer les essais de l'année suivante, etc. Donc, tout le monde est impliqué dans ce système-là. Donc, je vais vous parler d'indicateurs. Donc, pour les couverts végétaux, donc on a l'habitude en maraîchage de suivre les cultures de production comme la tomate, l'aubergine, les salades, etc. Donc, c'est plutôt le rendement, c'est la qualité des fruits, etc. Donc là, on rentre sur un volet un peu différent parce que les couverts végétaux, on cherche pas tant la production commerciale, on cherche vraiment ce que ça peut apporter au système maraîcher dans sa globalité. Donc, on va avoir des indicateurs sur les couverts végétaux en termes qui répondent du coup aux services qu'on attendait. Donc, dans le tableau qu'on a vu précédemment, tout ce qui est concurrence aux adventices, la rapidité de pousse, la biomasse qui est produite et l'estimation de la restitution minérale. Donc, on fait un maximum d'observations sur le couvert tout d'abord. Ensuite, quand les couverts, on va les travailler associés aux cultures. Donc, il y aura aussi une observation sur la culture pour voir s'il n'y a pas une concurrence vis-à-vis de celle-ci. L'état sanitaire globalement. Ensuite, tout ce qui va être attrait au relevé climatique et pratique du producteur, donc température, humidité, les apports d'eau, etc. Des indicateurs sur la qualité des sols, puisqu'on veut voir qu'est-ce que ça apporte au niveau du sol. Et toujours aussi en finalité, l'équilibre technique et économique. Donc le producteur, quand il met en place des choses, il a toujours un investissement de main-d'œuvre, des matières premières à acheter, des semences, etc. Donc on essaye d'affiner aussi cette partie-là pour mettre en rapport est-ce que l'investissement que le producteur donne est équilibré par rapport au service que ça apporte. Et pour répondre aussi aux objectifs des financeurs et puis de la profession de manière générale, on essaie de voir quel impact ça peut avoir aussi sur la biodiversité des sols ou de l'environnement. Donc je vais vous faire un petit focus sur quelques résultats, les premiers résultats, puisqu'on en est à nos 2 premières années de suivi. On s'est concentré sur deux volets, donc les intercultures d'été, comme je disais, donc pour essayer de trouver des alternatives au sorgho fourragé. Et sur les interrangs, c'est-à-dire le semis de couvert entre les rangs de cultures palissées. Donc je vais commencer par les intercultures d'été. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise, donc on va introduire le couvert après la fin d'une culture d'été plutôt courte comme le melon et avant la culture de laitue. On a un pas de temps de 1 ou 2 mois où on peut semer un couvert. Ou sinon, dans une des exploitations du collectif, on a un producteur qui est spécialisé en laitue et dans ce cas-là, lui, donc la laitue, il a fini plutôt vers le mois d'avril et donc il va installer son couvert plus tôt au printemps pour pouvoir mettre ensuite une solarisation et rebasculer sur la laitue à l'automne.
Donc la première année, en fait, on a eu la réponse de financement, c'est tout un time, on a déposé le projet, donc on a eu la réponse de financement un peu tard, donc on n'a pas eu le temps en fait de faire la recherche bibliographique et de contacter tous nos fournisseurs, donc on est parti sur des choses déjà un peu connues, comme le sorgho fourragé avec 2 variétés, le millet perlé qu'on avait déjà testé précédemment, et des légumineuses, crotalaire et trèfle de Perse. Et comme on n'avait pas un screening énorme d'espèces ou de variétés, on a choisi de travailler plutôt sur les doses et les mélanges de ces espèces-là pour affiner un peu les techniques. Et par contre, cette année, du coup, on a vraiment exploré tout ce qu'on pouvait tester d'autres. Donc, on a 28 modalités avec, pour le coup, beaucoup plus de diversité d'espèces qu'on a pu tester sur l'interculture d'été, avec des graminées, des crucifères et des légumineuses. On a cherché au maximum à introduire des légumineuses aussi dans ce projet-là, pour les bénéfices que les légumineuses peuvent apporter au niveau de la fertilisation des sols. Donc, premier petit résultat sur les doses. En pratique, les producteurs qui font du sorgho, c'est vrai qu'ils sèment entre 50, 100, il y en a même qui montent au-delà de 100 kg hectares. Et donc, on a voulu un peu comparer l'intérêt de monter à ce point-là les doses. Donc pour les sorgho, on a à chaque fois comparé une dose normale à 50 kg hectares et une dose forte à 100 kg hectares. Et donc on peut voir qu'en fait, de doubler la dose, ça double pas forcément la biomasse, ça fait quand même une biomasse plus importante. Cependant, avec des doses plus importantes, on a aussi plus de sensibilité à l'averse. Donc l'averse, c'est quand on arrose par l'aspersion dans les abris. Du coup, la plante est tellement fine en fait qu'elle s'écrase un peu par rapport au poids d'eau qu'il y a dessus. Donc, c'est pas toujours très, très homogène et facile à couper derrière. Et ça peut générer aussi un peu d'humidité stagnante au niveau du sol. Donc ça, c'est une petite contrainte. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le sorgho piper, donc c'est le sorgho qui est pratiquement le plus utilisé, il a une forte capacité de repousse par rapport à d'autres sorghos, comme le sorgho hybride jumbo. Quand on le broie une première fois, en fait, il va avoir régénérer sa végétation beaucoup plus vite que les autres. Donc, ça fait en fait une biomasse plus importante aussi à la fin quand on fait plusieurs coupes. Et ce qu'on peut voir, c'est que la crotalaire n'a pas le niveau. Donc, la crotalaire, qui est complètement à droite du graphique, n'a pas la capacité de production de biomasse qu'on peut attendre des sorghos. Donc, elle a d'autres intérêts, mais en tout cas pas celui-là. Voilà, et donc le millet perlé reste aussi très intéressant par rapport au sorgho en termes de biomasse. Avec quelle que soit la dose, il a une repousse aussi intéressante, mais moins importante que le sorgho. Au niveau des mélanges, donc on a fait l'association du coup sorgho essentiellement ou millet avec le trèfle de Perse, donc une légumineuse qui reste sur la strate inférieure au niveau du couvert. Et on s'est aperçu donc sur plusieurs sites et plusieurs essais que à chaque fois que le sorgho ou le millet était associé au trèfle, il y avait une augmentation de la biomasse de la graminée. On le retrouvait par la mesure du poids moyen de plante et la mesure de biomasse globale. Donc ce qui peut permettre en fait, on peut baisser la dose de graminée, ajouter du trèfle pour avoir une biomasse produite équivalente à peut-être un surdosage de la graminée comme on faisait précédemment. Donc ça s'est retrouvé sur le sorgho jumbo comme le sorgho piper. Donc ça, c'est une information qui peut être déployée aussi au niveau des producteurs. Par contre, on n'a pas d'effet, donc la crotalaire je ne sais pas si vous voyez bien, les légendes sont petites en effet. Donc le premier encadré, c'est un sorgho hybride avec la dose de 50 kg hectares en clair et la dose en mélange avec le trèfle de Perse en foncé à côté, donc avec la production de biomasse sur l'axe désordonné. L'autre encadré, c'est la même chose, mais avec le sorgho piper. Et les 2 barres de histogrammes de la fin du graphique, c'est la crotalaire. Et donc, on s'est rendu compte qu'associer la crotalaire avec du trèfle, donc qui sont toutes les 2 des légumineuses, il n'y avait pas d'augmentation de la biomasse de la crotalaire. Donc, en fait, on va retenir surtout de cette première année-là, on a retenu le mélange graminées et trèfle de Perse pour pouvoir réduire la dose des graminées, enfin réduire ou maintenir à 50, mais augmenter la biomasse. Donc, ce qui fait, en fait, en mettant le trèfle de Perse, qui est une graine très très fine, donc on couvre la strate inférieure et c'est vrai qu'on a remarqué que le trèfle poussait là où le sorgho poussait pas, par exemple dans les bouts de serre où c'était plus sec, ou les endroits où il y avait peut-être un peu moins d'azote, le trèfle prenait la place et donc permettait d'éviter justement de laisser de la place aux adventices. Donc ça fait un bon complément de la graminée. Moins concurrentiel au niveau de strate parce que du coup il reste en dessous. Donc c'est vrai que si on fait un sorgho plutôt longue durée, le trèfle va petit à petit dépérir, mais si on le broie, les 2 espèces vont pouvoir repousser, donc ils se renforcent tous les 2.
Donc c'est assez complémentaire. Voilà, en exemple donc les photos du mélange, et en bas c'est les photos après le premier broyage, en fait un millet tout seul. On voit qu'il y a toute la matière sèche qui est restée au sol, alors qu'avec le trèfle, en fait, le trèfle redémarre aussi là où il n'y a pas les millets. On a fait l'évaluation de nouvelles variétés d'espèces, de mélanges. Donc ça, c'est plutôt la deuxième année. Donc c'est pas pour rentrer dans le détail, mais c'est pour montrer qu'en fait, on a sur toutes les espèces, on fait des notations sur la densité de couvert, des adventices. Donc le code couleur assez facile. Le vert, c'est favorable. Les rouges, c'est plutôt moins bien. Donc on essaye de sélectionner un peu nos couverts par rapport à ça. Et tous les autres critères, donc de biomasse, les systèmes racinaires, parce qu'ils ont tous des systèmes racinaires différents, pivotants, plutôt fasciculés, donc ils peuvent apporter des intérêts différents. Sensibilité aux maladies et les restitutions minérales qu'on fait par la méthode Merci, que vous connaissez peut-être, où on saisit en fait la biomasse qui est produite pour avoir ce que ça peut apporter dans le sol ensuite en termes d'éléments, azote, phosphore, potasse, soufre et magnésie. Et donc l'objectif en fait de tout ce travail-là de screening, c'est de pouvoir fournir un tableau au producteur en fonction des services qu'il attend et des contraintes qu'il a, de choisir quelle espèce est la plus adaptée pour cette interculture d'été, avec les doses qui sont proposées. Et donc le deuxième volet de travail de MACMA, c'est l'interrang. Donc ça, c'est un peu plus innovant. On a un peu moins de références là-dessus, donc on part de plus loin. Donc la première année, encore une fois, on n'avait pas trop de ressources de semences, donc on a fait ce qu'on connaissait, donc le trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie. On nous a proposé des mélanges de trèfle aussi, et fenugrec lentilles. Donc on avait 8 modalités testées sur aubergines, tomates, concombres ou poivrons. Et en 2024, on a eu un peu plus de semences, donc on a testé plus de modalités. Là, ce sera plus des images pour que vous vous rendiez compte un peu du travail et du résultat. Donc c'est des semis à la volée pour nos expérimentations. Ça représente encore que c'est à l'échelle d'un tunnel, par exemple, ou de 2 tunnels. Donc on fait plusieurs petites placettes dans les interrangs. On sème à la volée, on passe le rouleau pour tasser, il n'y a pas d'enfouissement proprement dit, et puis on a un arrosage par aspersion qui se fait dans le tunnel. Et donc les semis se sont faits jusqu'à maintenant 3-4 jours après la plantation. Donc là, dans le cas de plantation précoce en mars où on a une couverture P17, voilà, les aspersions protègent un peu la culture en place et alimentent le couvert au milieu. Donc les 2 photos après, c'est plutôt à 1 mois après semis, donc ça c'est bien couvert. 3 mois après semis, on a à peu près ça. Donc le producteur, il entretient le couvert avec un outil de tonte classique de gazon. On cherche quand même des espèces plutôt basses, 15 cm, 20 cm, mais à un moment donné, notamment pour le poivron et l'aubergine, il faut quand même maintenir le couvert plutôt bas pour éviter que ça fasse concurrence aux fruits notamment. On observe dans la continuité jusqu'à la fin de la culture combien de temps en fait il va rester en place. L'idée c'est qu'il reste le plus longtemps possible pour améliorer le climat en période estivale. Mais il y a quand même le passage des chariots pour les récoltes, il y a le passage pour les traitements, pour l'entretien des cultures. Donc à chaque fois, ça abîme le couvert en interne. Donc toutes les espèces ne sont pas aussi résistantes par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on regarde avec la densité de couverture, avec le même code couleur très facile à regarder, et où on a retenu du coup l'intérêt du trèfle de Perse. Donc on a testé 2 variétés qui sont assez similaires, mais qui permettent vraiment une installation très rapide. Par contre, on voit que sur la fin, ça devient un peu rouge, c'est-à-dire qu'il disparaît petit à petit avec, comme je disais, les tassements et la chaleur, puisqu'on a les aspersions s'arrêtent en général mi-mai, puisque après là, les plantes cultures sont assez hautes et il fait chaud, donc il y a aussi un risque de maladie. Et sur les bases graminées qu'on a testées cette année, donc c'était plutôt du raigrail et des fétuques. Donc là, c'est toutes les zones qui sont plutôt vertes aussi, c'est-à-dire qui sont poussées rapidement, qui ont fait une belle densité de couverture et qui ont tenu jusqu'à la fin de la culture. Donc l'itinéraire reste un peu à approfondir. Donc comme je le disais, pour l'instant, on sème après la plantation. Il y a des idées aussi peut-être de semer avant la plantation, qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Les arrosages, donc c'est surtout au début en fait pour faire lever les semences. Après, donc pour l'instant on a fait 3 fois une demi-heure la première semaine après semis et tous les 15 jours après 1 heure à 1h30. Et on a arrêté jusqu'à mi-mai pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, des risques de maladie qui étaient un peu trop importants. Et la tonte, ça c'est entre 2023 et 2024, c'était à peu près la même chose. Ils sont passés 4 à 5 fois pour rétablir le couvert un peu plus bas. Donc la première fois, c'est quand même 1 mois après semis, donc c'est pas tout de suite. Et ensuite, en mai-juin, ça pousse un peu plus vite, donc ils sont passés un peu plus souvent.
Donc, comme je disais, il y a quand même des risques sanitaires qu'il ne faut pas négliger par rapport aux aspersions pour faire alimenter le couvert. Donc, en tomate, ça sera la cladosporiose. En aubergine, ça sera le sclérotinia. Et en concombre, le mildiou. Donc, pour l'instant, en tomate, on a eu de la cladosporiose, mais dans les deux tunnels témoins et couverts, pas de manière trop différenciée. Donc, on peut penser que ça peut tenir, mais il faut faire attention à ça. Et ensuite, on a le calcul de la main-d'œuvre à prendre en compte. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler. Je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Viviane Sibé, donc je travaille à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Et donc je vais vous parler GI2E, donc présenter ce qu'est un GI2E, et puis vous faire part des principaux retours d'expérience issus des travaux des différents GI2E que j'accompagne. Donc, un GI2E, le terme, c'est groupement d'intérêt économique et environnemental. Bon, concrètement, en fait, ce sont des agriculteurs qui se regroupent pour travailler sur une thématique, une pratique innovante pour eux, qu'ils souhaitent travailler ensemble. Et pour cela, ils vont être accompagnés par un technicien. Donc, pour créer un GI2E, on répond à 2 appels à projets. Un premier appel à projet qui va servir à créer vraiment le GI2E. Donc, on s'engage sur 3 à 9 ans au choix. Et puis un deuxième appel à projet qui va permettre de financer l'animation, l'accompagnement du groupe et quelques frais, des achats d'analyse, de prestations, etc. Jamais des investissements individuels. Et donc l'animation fonctionne par tranche de 3 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait au sein d'un GI2E? En fait, c'est les agriculteurs surtout qui vont travailler. C'est eux qui vont mettre en place des tests sur leur parcelle. Ils vont observer. L'accompagnateur va également faire des observations et restituer au groupe. On va organiser des rencontres, des visites, des démonstrations de matériel chez les agriculteurs du GI2E. On peut aussi créer des formations adaptées aux besoins du groupe. Ce qui est important à retenir, c'est que le GI2E, il vit grâce aux agriculteurs. C'est eux qui s'impliquent. Et je dirais qu'encore une fois, c'est eux qui font le principal travail. Si les agriculteurs ne s'impliquent pas, le GI2E n'existe pas. Et ce qui est important aussi, c'est que le GI2E soit créé sur une idée des agriculteurs et que ce ne soit pas une idée technicien, parce que généralement, on s'aperçoit que dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc, en PACA, il y a un peu plus de 60 groupes GI2E, une trentaine de groupes défis, une grosse dizaine de fermes 30 000. Donc tout ça sont des groupes qui travaillent sur des pratiques innovantes et ça représente environ 8% des exploitations de la région, environ 1500 agriculteurs. Bon, c'est le même taux en France, il y a à peu près 8% des agriculteurs en France qui sont engagés dans ces groupes. Et si vous voulez avoir des précisions, donc il y a un site qui s'appelle collectif-agroécologie sur lequel vous aurez toutes les informations concernant les GI2E. La liste des GI2E qui existent près de chez vous. Vous verrez qu'il existe des GI2E sur plein de thèmes. L'idée, ce soit des thèmes en rapport avec l'agroécologie, mais ça va de vente de produits à la ferme, d'organiser donc des filières de commercialisation, jusqu'à des choses très agronomiques. Et vous pouvez, même maintenant, même après la création d'un GI2E, intégrer le GI2E qui va vous intéresser. C'est gratuit. Donc, les intérêts d'un GI2E pour les agriculteurs. Donc là, je vous ai mis des idées qui sont remontées des agriculteurs eux-mêmes. Donc, le fait d'être en groupe, ça rassure, ça stimule. Les collègues attendent aussi qu'on mette en place des choses. Ça redynamise aussi. On était dans un train-train, des pratiques qu'on maîtrisait. Donc là, on se repose de nouveau des questions. On gagne du temps puisqu'on profite à la fois des succès, mais aussi des échecs des collègues. Ça permet d'acquérir des références dans des contextes locaux et variés, c'est-à-dire que je trouve que c'est très complémentaire à des expérimentations qui vont être très pointues sur des sites bien identifiés. Là, on va être sur des observations en réseau dans des contextes qui peuvent être très différents. Et puis, ça permet de valider ou pas une nouvelle pratique. Donc, en conclusion, un GI2E, c'est un bon moyen pour un agriculteur d'innover. Et puis, une chose importante qui ressort aussi des ressentis des agriculteurs, c'est que ça recrée du collectif. Donc, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, là, on souhaitait vous présenter quelques retours d'expérience des GI2E, donc sur les couverts temporaires. Et là, on n'est plus en maraîchage, on change complètement de contexte, on est en culture pérenne. Donc, moi, en ce qui concerne les couverts végétaux temporaires en culture pérenne, j'accompagne
deux groupes aujourd'hui. Alors le premier, GI2E exploitation zéro carbone, qui fait suite à un premier GI2E, couverts végétaux temporaires, hein, qui avait été initié en 2018. Donc vous voyez, on avait 14 agriculteurs, aujourd'hui on a 22 agriculteurs et une exploitation de lycée. Et puis le GI2E Coteaux d'Avignon, hein, qui est plus petit, qui est beaucoup plus récent, qui date de 2022. Donc ces GI2E, ils concernent donc des cultures pérennes, essentiellement la vigne de cuve, mais aussi le raisin de table et les fruits à noyaux. Les objectifs initiaux, hein, des agriculteurs dans le GI2E couvert végétaux temporaires, ils étaient multiples. Hein. On est bien dans une pratique agroécologique avec des objectifs multiples associés à une pratique. Donc vous voyez qu'il y avait des objectifs. Donc j'ai essayé de les classer en 4 grandes catégories qui étaient vraiment agronomiques. Hein. Lutter contre les érosions, améliorer la portance du sol. Donc ça on peut l'avoir avec tout type d'enherbement. Recréer la vie dans le sol, donc c'est peut-être plus lié au couvert temporaire. Réduire les engrais, résister à la sécheresse, réguler la vigueur, inversement. Dans des objectifs plus environnementaux, on va dire, limiter le développement des adventices, éviter le désherbage chimique ou mécanique, attirer les arthropodes auxiliaires. On avait des objectifs économiques, hein, en lien avec les autres, hein, des économies d'engrais, économie de matériel, économie de désherbant, et puis des objectifs plus sociaux, gagner du temps, notamment en remplaçant le travail du sol par la mise en place de couverts dans l'entretien des interrants, plus de confort, plus agréable, créer de la vie, améliorer le paysage. Voilà, bon, c'est du verbatim, hein, d'agriculteur. Donc nous, on travaille sur des couverts végétaux temporaires, ça veut dire que on va les semer donc de fin août à mi-octobre et les détruire normalement au plus tard mi-mai. Et on travaille sur des mélanges, pas sur des espèces uniques. Donc en fait, au niveau du GI2E, quand on avait commencé le GI2E couvert végétaux temporaires en 2018, le GI2E a commencé en août, on voulait semer en septembre, on est parti sur des mélanges du commerce, mais ça n'a pas très bien marché. Alors peut-être que les mélanges n'étaient pas très bien adaptés, et puis aussi on n'était peut-être pas très au point sur les techniques de semis. Donc la deuxième année, on a dit bon, on va proposer un mélange qu'on appelait mélange passe-partout, parce que bon, il reprend des espèces qu'on connaît bien, on sait que ça marche en vigne, hein. Donc 3 légumineuses et 3 graminées, fèverolles, vestes, pois, orge, avoine, triticale ou seigle. Donc c'est ce mélange en fait qui est ressemé chaque année depuis 2018 avec des variantes, avec une crucifère en alternative à une légumineuse ou à une graminée. Voilà, il y a des variantes, mais les résultats que je vais vous présenter, ils ont été obtenus avec ce mélange. En 2019, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin si on voulait que les gens intéressés s'engagent vraiment. Donc on a proposé ce que j'appelle un kit de démarrage, hein. C'est-à-dire qu'en fait les agriculteurs ont créé eux-mêmes une association qui s'appelle ADAEL, Association pour le développement de l'agroécologie en Luberon. Et l'idée de cette association, c'est de proposer donc des graines et de louer des semoirs. Donc mettre à disposition des agriculteurs qui souhaitent tester la pratique, tout ce qu'il faut sans qu'ils aient besoin de passer du temps à chercher les graines, etc., l'approvisionnement, ou acheter des semences qui sont plus chères, à investir dans du matériel alors qu'ils ne se sont pas testés. Voilà. Donc c'était l'idée. Et on voit que ça marchait puisqu'on est passé de quelques hectares en 2018 à, en 2023, on était à 350 hectares semés via ADAEL. Hein. Après, il y a d'autres agriculteurs qui sèment hors ADAEL, évidemment, ce qui représente environ 760 hectares de parcelles, hein, si on considère que généralement, on a un interrant sur 2 de semis. Donc au niveau des contextes, au niveau des GI2E, on est dans ces contextes sols, hein, avec donc des contextes variés. C'est pour ça que les résultats qu'on a, on va le voir, ils sont également variés, hein. On est dans des contextes pédologiques différents, mais avec une dominance de sol limono-argilo-sableux. Donc les objectifs ont-ils été atteints? Donc, ce que disent les agriculteurs, alors là, il n'y a pas une mesure de fait, hein, sur la portance, l'érosion. Donc, le retour des agriculteurs, c'est que sur la portance, ça fonctionne très bien. L'érosion, ça fonctionne très bien. Dès que le couvert est levé, on a un effet contre l'érosion. Les adventices, plutôt oui, mais ça dépend effectivement un petit peu de la biomasse du couvert et du mode de gestion. La vie biologique, on a fait des observations vers de terre. Donc, si on utilise les vers de terre comme indicateur, oui, on peut dire que la vie biologique est renforcée. En ce qui concerne la biodiversité, on avait fait des mesures. On s'était aperçu qu'on avait autant de biodiversité dans ces couverts
que sur des zones écologiques réservoirs, donc c'est quand même intéressant. Reste des questions sur la fertilité à court terme et à moyen terme. C'est là où le deuxième GI2E, GI2E zéro carbone, souhaite aller plus loin, hein. Donc là, on fait pas mal d'observations sur l'azote dans le sol et les impacts sur la vigne, en termes de végétation et ensuite au niveau de la vendange. Au niveau de l'eau, pareil, il y a eu des observations de fait. Amélioration du paysage, oui. Temps de travail, oui, tout dépend. Quand on a une année comme en 2024 où il pleut beaucoup au printemps, le couvert est difficile à détruire et on doit revenir. Donc juste peut-être quelques résultats flash. Donc la biomasse, évidemment, on la mesure à travers la méthode Mercy dont a parlé Claire. Donc là, en moyenne, en 2024, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 7 tonnes de matière sèche si on avait semé la totalité de la parcelle et 3,5 tonnes si on considère ce qui a été réellement semé. Bon, en biomasse verte, en matière verte, ça correspond environ à 23 tonnes de biomasse verte par hectare plein et 12 tonnes de biomasse verte par hectare semé, bon, ce qui est quand même pas mal. Et si on regarde l'évolution selon les années, donc vous avez les toutes cultures à gauche et ensuite par culture à droite. Donc on voit que d'année en année, on a tendance à améliorer les résultats, sauf en 2023, où en fait on a eu des couverts qui ont été semés tard, donc des cycles très courts, et donc voilà, des résultats en biomasse qui n'ont pas été très favorables. En 2024, on a eu aussi des dates de semis tardives, mais on a eu un printemps pluvieux qui a été très favorable à la pousse des couverts, qui a compensé la tardivité des semis. Donc, ce qui est important au niveau des semis, c'est effectivement la date quand même. Ce qui ressort de tout ça, c'est que plus on sème tôt, plus on a des chances d'avoir une belle biomasse et de pouvoir détruire le couvert en ayant une belle biomasse. Parce que la date de destruction, elle ne va pas dépendre du couvert, mais de la concurrence vis-à-vis de la culture. Une autre diapo que je souhaitais vous montrer, ça c'est les résultats parcelle par parcelle. On fait de 20 à 25 mesures chaque année. On voit que selon les parcelles, on a des résultats qui peuvent être très différents. Donc c'est lié au contexte de la parcelle, parce qu'il ne faut pas oublier que les couverts qu'on va semer en interrang, c'est des indicateurs aussi de la fertilité initiale. Ça dépend aussi de la date de semis et de la gestion du couvert en général, y compris des espèces. Voilà. Au niveau du carbone stocké, la conclusion de nos observations là, depuis 2018, c'est que les couverts ils permettent d'entretenir le stock de matière organique, mais si vous voulez vraiment relever le taux de matière organique de votre sol, il faut passer par d'autres outils, des amendements, du compost, du broyat de déchets verts par exemple. Donc au niveau de l'alimentation de la culture, au niveau des couverts, on va distinguer deux choses. Les couverts, ils vont puiser les éléments qui sont déjà disponibles dans le sol et les restituer lorsqu'on va les détruire et qui vont être minéralisés. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle un gain, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de prélever des éléments qui n'étaient pas disponibles pour la culture. Alors, par exemple, l'azote, le fait d'avoir un couvert en automne et en hiver, ça va limiter le lessivage de l'azote. C'est le couvert qui va capter l'azote qui était relictuel. On améliore la vie du sol, donc on améliore la minéralisation de l'azote organique. Et puis, grâce aux légumineuses, on profite de l'azote qui est dans l'air et qui va être capté par les légumineuses. En potassium et en phosphore, on sait qu'en utilisant des espèces comme les crucifères, le tournesol, bon le tournesol c'est plus pour les couverts de printemps, mais les crucifères, on va pouvoir remobiliser des éléments qui sont sous des formes non disponibles pour la culture. Et puis il peut y avoir l'effet mycorhize, bon ça on l'a pas regardé. Notamment les légumineuses sont des espèces qui mycorhizent très bien et qui peuvent faire le lien entre le sol et la culture. Donc en ce qui concerne l'azote, Mercy nous promet en moyenne 80 kg d'azote par hectare d'apport grâce au couvert. Apport total, la restitution et gain, avec environ, là par exemple, 25 kg libérés en 2 mois. Mais ça, c'est quand on est dans des contextes, ça c'est des références qui sont surtout issues du sud-ouest. On manque de références dans notre contexte provençal, parce que la grande question, c'est chez nous, qu'est-ce qui se passe s'il ne pleut pas après la destruction du couvert? Quelle va être la cinétique de minéralisation de l'azote? Donc là, on regarde ça de manière un peu plus précise là, à partir de cette année. Il y a eu des mesures Nitrachec là, par Léna Bouchepillon, qui était stagiaire
à la Chambre, donc avec 3 parcelles de suivi. Et vous voyez, on a des résultats qui diffèrent hein, selon les parcelles. La première parcelle, on avait dans le sol de la zone minéralisée disponible nettement supérieure avec le couvert qu'avait le sol travaillé et le sol enherbé naturellement. Sur les 2 autres parcelles, on n'a pas de différence significative. Voilà. On voit que selon les contextes, on peut avoir des résultats complètement différents. À noter que la première parcelle, on avait une biomasse plus faible, hein, 3 fois plus faible que les 2 autres parcelles. Donc c'est pas forcément lié à la biomasse, où il y a une notion de biomasse optimale pour tel et tel contexte. On fait aussi le poids des pétioles. Hein. Donc là, par exemple, pareil, il y a des différences. Première parcelle, donc pas d'effet. Et les 2 autres parcelles, des poids plus faibles avec le couvert. Donc ce qui nous reste à interpréter, c'est le résultat des analyses de pétioles, les poids et les autres paramètres de la vendange, la qualité du raisin. Donc on aura 3 années à interpréter et on pourra peut-être tirer des informations claires de ces observations-là. Donc en conclusion provisoire sur l'alimentation de la vigne, on peut dire que les résultats vont être variables selon les parcelles. Et ça, c'est un peu une idée générale hein, sur les couverts, même avec le même mélange. Et en ce qui concerne la fertilisation, eh c'est à voir sur le long terme. Hein, c'est ce qu'indiquent des résultats obtenus dans d'autres régions, notamment par Agribio Périgord. Ce qu'a permis aussi le groupe, c'est par exemple d'identifier des stratégies, des choix d'espèces selon les contextes. Donc ça, c'est issu hein, du travail du groupe depuis 2018. Hein. Donc selon si on est en contexte sol profond et riche, sol peu profond et pauvre. Ça a permis aussi d'élaborer des stratégies de semis et de destruction. Et donc, in fine, on arrive un petit peu à ce modèle un petit peu pour définir sa stratégie. Donc, selon les objectifs, hein, si on est plutôt, vous voyez, dans des objectifs pour lutter contre l'érosion, les championnes, ça va être les graminées. Il va falloir semer tôt, ne pas travailler le sol. Si c'est plutôt la portance, on est toujours dans les graminées et la même pratique. Si c'est les adventices, on va être plutôt sur des plantes très couvrantes et à développement rapide, telles que la veste, la faverolles, associées aux graminées, hein, pour vraiment couvrir le sol. L'idéal, c'est de semer tôt et large, mais ça pose aussi d'autres questions. Détruire le plus tard possible et rouler. Pour la fertilisation, pareil, on va partir plutôt sur des légumineuses, peut-être des crucifères, mais ça dépend des contextes dans lesquels on se trouve. Hein. Pareil pour l'objectif vie du sol, l'objectif biodiversité, l'objectif eau et l'objectif gain de temps. Hein. Ce qui marche bien, c'est utiliser un semoir combiné. Bon, la première année, travailler le sol avant de semer, mais après, on peut peut-être passer à un outil combiné. Et puis aussi définir sa stratégie selon les contraintes, hein, selon la concurrence hydrique. Donc, bien connaître sa réserve utile en eau, la réserve utile en eau de son sol. Éviter certaines espèces qui vont être résistantes à la sécheresse, mais du coup, qui sont très agressives par rapport à la captation de l'eau et qui vont être concurrentielles par rapport à la culture. Détruire tôt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à faire, hein, détruire suffisamment tôt. Broyer et intégrer au sol, enfin maximiser les chances de détruire le couvert. Le gel, évidemment, pas prendre de risque. Dès qu'il y a risque de gel, détruire le couvert. De toute façon, le couvert, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il repousse derrière. Et en termes de biomasse, on n'est pas perdant. Voilà. Donc, en fonction des contraintes qu'on a, on va pouvoir définir des stratégies différentes. Donc, en conclusion, les couverts temporaires, oui. Les gens dans le groupe qui ont commencé à semer continuent à semer. Et généralement, ils étendent le nombre de parcelles dans lesquelles ils sèment. Ils passent à tous les interrants. Il y a des contraintes, hein, c'est une nouvelle pratique, il faut se tester, on peut échouer. Ça va dépendre hein, de la fertilité initiale du sol. Hein. Il y a des sols où on s'aperçoit que ça ne marche pas, donc on réfléchit à de nouvelles stratégies, peut-être fertiliser la première année. Voilà, des contraintes aussi selon les objectifs, et puis ça représente un coût. Hein. On a des graines à acheter, du matériel à acheter ou à louer. La grande question, c'est les effets fertilisants dans notre contexte. Hein. Alors, il y a les effets indirects, la vie du sol, donc meilleure valorisation des engrais, des matières organiques qu'on apporte. Quid des effets directs, c'est ce qu'on creuse en ce moment. Dans tous les cas, ce qui ressort, c'est qu'il faut persévérer, puisqu'on sait très bien que dans ce type de pratique, les effets fertilisants vont apparaître au bout d'un certain nombre d'années. Ensuite, donc au niveau des GI2E, donc comme je vous le dis, on travaille sur les effets fertilisants. On souhaiterait affiner maintenant
Les espèces qui sont semées, hein, on a bien travaillé avec le mélange passe-partout, mais on aimerait affiner dans les contextes plus difficiles. Et puis l'idéal, ça serait peut-être d'aller jusqu'à la variété. Mais dans notre système où on part de graines de commerce achetées, souvent on n'a pas l'information sur la variété. Donc c'est vrai que passer de l'espèce à la variété, ça peut remettre en cause le système qui a été mis en place par Adael. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces interventions. Je crois qu'on a beaucoup d'informations à la fois sur des références techniques qui sont acquises via des dispositifs plus expérimentaux ou alors via des groupes relativement importants et qui fonctionnent depuis plusieurs années. Du coup, je ne sais pas si ça suscite des remarques, des questions. Alors moi, je suis Lauriane Blaillac, du coup, je suis seconde de culture dans un domaine à Châteauneuf-du-Pape. Et du coup, j'avais une question concernant les couverts végétaux. Avec les J2E, vous travaillez avec des viticulteurs bio ou pas bio, parce que vous dites que vous mettez à disposition des graines. Cependant, les graines bio, c'est un peu compliqué à trouver des graines bio françaises. Bon, dommage qu'il n'y ait pas Agribio aujourd'hui pour nous proposer leurs couverts. Mais... Alors, au niveau des GI2E, on a des agriculteurs qui sont en agriculture biologique, d'autres qui ne le sont pas. Et concernant le mélange donc, proposé par Adael, ils ont des mélanges bio, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des graines qui sont produites en agriculture biologique et qu'ils ont maintenant je sais pas comment on dit, le label, la certification pour pouvoir vendre leur mélange en garantissant, en les certifiant bio. Voilà. Okay, très bien, donc c'est juste une différence de prix. Je crois que c'est 80 centimes le kilo en conventionnel et ça doit être 1 € le kilo en bio. Voilà. Mais le même mélange est proposé dans les deux versions. Bonjour, Catherine Dogimon, INRAE. C'est une question pour Claire Goyon. Là, sur le premier, d'abord, je voulais vous remercier toutes les deux pour cette intéressante présentation. Donc, vous nous avez présenté l'intérêt des espèces et des variétés en interrang. Est-ce que vous avez des résultats sur l'impact sur le climat et sur la biodiversité? Vous ne nous en avez pas parlé. Oui, donc je suis allée un peu vite sur les résultats par rapport au temps, mais on commence à accumuler quelques données. Donc on pose des enregistreurs de température dans le tunnel avec le couvert et dans le tunnel à côté. Alors, comme c'est chez un producteur biodiversifié, on n'a pas toujours 2 tunnels strictement identiques, mais on a quand même des relevés pour l'instant qui nous montrent qu'on a une température plus fraîche dans le tunnel avec couvert. Mais surtout sur la période de printemps, vu qu'après le couvert est un peu moins riche, enfin un peu moins fourni, cette différence-là, elle s'estompe. Donc il faut Après, il y a aussi un peu des biais parce que, par exemple, cette année, les 2 tunnels qu'on comparait, la dimension, même si ça paraît insignifiant, mais un tunnel de 7 mètres et un tunnel de 8 mètres, c'est pas le même volume, c'est pas le même climat du coup à l'intérieur, et donc on a ce biais-là encore qui ne permet pas de confirmer qu'il y a vraiment un effet. Donc on attend, voilà, c'est un des volets, puisque c'est un des objectifs des producteurs d'améliorer le climat en période estivale avec les couverts, qu'on puisse arriver à répondre à ça ou pas. Donc pour l'instant, on est dans la phase d'accumulation des références et des données, mais on ne peut pas encore trop mesurer cet impact-là. Alors la biodiversité, donc là c'est pas facile de trouver des indicateurs les plus pertinents dans chaque système pour mesurer vraiment l'évolution de la biodiversité. C'est pas des choses à l'après qu'on avait trop regardé, si ce n'est pour la protection des cultures. Là on a mis en place aussi comment on appelle ça, pas des pièges, mais des nichoirs à pollinisateurs naturels aux abords des tunnels où on met des couverts plus qu'à côté. Et on essaie de voir justement quels sont les pollinisateurs naturels qui peuvent... Enfin, si on a une fréquence un peu plus importante de visite de ces pollinisateurs. Donc bon, là, pareil, on n'a pas encore beaucoup de choses à montrer et à parler, mais on espère avancer là-dessus aussi. D'ailleurs, peut-être Viviane, tu as aussi indiqué, toi, quels indicateurs de biodiversité tu utilises? Merci. On est parti en fait sur ce qu'on a fait, c'est on a fait des prélèvements au fauchoir, au filet fauchoir, selon le protocole des fermes des filles, voilà. Et ensuite, on a appliqué la méthode des morpho-espèces, c'est-à-dire qu'en fait, on classe ce qu'on a prélevé, voilà, en fonction de la forme de l'insecte. Ça donne une idée sur la diversité
des espèces présentes. Donc là, c'est que des espèces aériennes, évidemment. Hein, voilà. Mais voilà, ça donne une idée un petit peu à la fois quantitative et qualitative de ce qui est présent dans le couvert. Au niveau climat, je voulais juste dire que ce qu'on a constaté, nous, c'est que lorsqu'on détruit le couvert par roulage et qu'on crée un mulch, bon, ça, c'est des données, on l'a constaté, nous, en faisant les mesures, mais c'est des données qui sont connues par ailleurs, c'est qu'effectivement, on a un fort abaissement de la température du sol sous le mulch et surtout des écarts jour-nuit qui sont très faibles. Voilà. Après, l'impact sur les résultats agronomiques, ça... on ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Bonjour, Rava Carazolo de la société Canal de Provence. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur plutôt la gestion de l'irrigation de vos couverts végétaux. Est-ce qu'il y a eu des résultats et notamment sur l'impact des itinéraires techniques? Est-ce qu'il y a eu des indicateurs de suivi sur les couverts? Ce que vous voulez dire, est-ce qu'on irrigue les couverts, c'est ça? Et est-ce que dans votre collectif, il y en a qui sont irrigués ou pas irrigués? Non, là, alors c'est vrai que je suis allée un peu vite. Hein. Le contexte, par exemple, en vigne ou même en cerisier, en amandier, hein, on va semer sur l'interrang et les couverts, non, ne sont pas arrosés, hein, ne sont pas irrigués. Puisqu'en vigne, soit on est en sec, il n'y a pas d'irrigation, y compris de la culture, soit on est en irrigation goutte à goutte. Voilà. Donc non, il n'y a qu'une parcelle d'amandier où l'agriculteur pratiquait la micro-aspersion. Donc il y avait une partie du couvert qui était un peu arrosée, mais c'est tout. Mais sinon, on est en sec. Merci. J'en profite sur la question de l'eau, sur les objectifs par rapport aux résultats que tu présentais. Il y avait biodiversité avec les petites cases, certains qui étaient positifs ou tu observais certaines choses. Sur l'eau, c'était tout blanc. C'est que tu n'as pas réussi à voir ou c'est que c'était négatif ou c'est que c'était... En fait, alors pour être franche, la diapo, elle date un peu. et on a fait des observations, si, mais je n'ai pas eu le temps de les présenter. On a fait 2 types d'observations sur 2 parcelles. On a comparé sol nu et avec couvert. Enfin, une parcelle, on avait sol nu, le couvert roulé à 2 dates différentes. Une date fin avril, une date début juin. Et une autre parcelle, on avait comparé sol enherbé naturellement et avec couvert. Donc là, avec des suivis sans watermark, avec 3 répétitions par modalité. Donc ce qui ressortait de ces observations in situ, c'était que le végétal, il boit de l'eau, hein, il consomme de l'eau. Tant qu'il est en place, tant qu'il n'est pas détruit, il consomme de l'eau. Hein. Donc selon les 2 parcelles, on avait plutôt un assèchement plus fort à 30 cm ou au contraire à 60 cm. Bon. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement, au mois d'août, dans les différentes modalités se rejoignaient en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de différence entre avec couvert et sans couvert. Voilà. Donc en fait, là où il va falloir jouer, c'est déjà se poser la question, est-ce que je peux mettre un couvert dans ma parcelle ? Est-ce que j'ai suffisamment, mon sol est assez profond? Est-ce que j'ai une réserve utile qui va me permettre à la fois d'approvisionner le couvert et ma vigne derrière s'il ne pleut pas au printemps? Bon, c'est une question légitime. Et ensuite, il va falloir détruire, selon le contexte hydrique dans lequel on se trouve, il va falloir détruire plus ou moins tôt le couvert, quoi. Et ça, c'est compliqué à détruire un couvert parce que quand on le voit pousser, quand il est très poussant, c'est vrai que les agriculteurs ont du mal à le détruire. Mais voilà. D'où l'importance de la date de semis précoce pour arriver à avoir une belle biomasse au moment où on va devoir détruire le couvert. Autre mesure sur la vigne elle-même. Donc on a fait des suivis d'APEX. Et donc là, par exemple, cette année, donc on avait 4 parcelles qui ont été suivies. On n'a aucune différence entre avec couvert et sans couvert. Mais parce qu'on a eu un printemps pluvieux finalement. Et voilà. Laetitia Fourier du GRAB. J'anime un projet qui s'appelle Expert où on s'intéresse aux questions de démultiplication des couverts végétaux en maraîchage et viticulture. Donc, j'étais un petit peu associée à l'organisation de cette conférence. Et on a fait le pari de 2
deux axes pour essayer de vraiment démultiplier l'adoption finalement des couverts par les producteurs. C'est l'expérimentation notamment en commun et puis l'animation de dynamiques collectives et notamment en ligne. Donc des dynamiques collectives, voilà, on a vu à travers les deux exposés qu'il y avait bien cet enjeu d'expérimenter en collectif, mais finalement de travailler en groupe, et c'est un peu une question que je voulais poser à nos deux intervenantes, ça permet aussi d'explorer des choses un peu différentes, comme comment ça peut aider à problématiser les difficultés que peuvent rencontrer les producteurs, partager des questionnements, et éventuellement analyser et apprendre en collectif des éventuels échecs qu'on peut rencontrer quand on essaye de mettre en place une nouvelle pratique comme les couverts végétaux. Oui, mais c'est exactement ça. Un GI2E par exemple, mais je pense que c'est la même chose pour les groupes 30 000, les groupes défis. C'est effectivement, il doit y avoir une relation de confiance au sein du groupe. Donc souvent on s'aperçoit que ça fonctionne bien parce que les gens se connaissent déjà à la base. Et ensuite, ils intègrent de nouvelles personnes, mais c'est bien d'avoir un noyau dur, je vais dire, au sein du groupe qui se connaît bien. Et il faut qu'on travaille en confiance, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer librement, faire part de ses échecs. C'est pas toujours facile, mais il faut que la confiance soit suffisamment là pour qu'on parle aussi des échecs et que ça fasse gagner du temps aux autres. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, le questionnement, le programme de travail d'un GI2E, il évolue. C'est-à-dire qu'au départ, on est obligé d'avoir des grandes lignes pour répondre aux appels à projets, mais c'est un peu artificiel parce qu'en fait, c'est selon l'avancée du groupe que finalement, les questionnements, ils vont évoluer. Un exemple, quand on est parti en 2018, ce qui nous paraissait très compliqué, c'était de semer le couvert. Finalement, on s'est aperçu, enfin les agriculteurs surtout, parce que moi je fais pas grand-chose, on s'est aperçu que c'était pas si compliqué que ça. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de détruire le couvert. De détruire le couvert, d'arriver à le détruire quand on a des printemps où il y a de la pluie. Comment on le détruit en fonction de ses objectifs. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, par rapport à ta question sur le questionnement, il évolue en fonction de la pratique, quoi. Mais d'où l'intérêt d'avoir un accompagnateur aussi qui va pouvoir justement redéfinir les choses avec le groupe et mettre en place les tests, etc. Oui, moi je compléterai aussi juste par rapport à l'innovation aussi. C'est vrai que dans le groupe, on n'est pas tous sensibles de la même façon à aller chercher des choses qui n'ont jamais été faites. Donc là, typiquement sur la technique de Interrang, il y en a certains qui l'envisagent même pas dans le groupe, alors que certains ont envie d'essayer, ont envie de faire et pensent qu'il y a des choses à en tirer. Donc c'est justement aussi ce moteur-là de certains qui vont entraîner les autres, parce que après, notre rôle à nous, ensuite, c'est de partager les résultats des uns avec les autres et du coup, de montrer que c'est possible ou de montrer aussi des échecs. Comme dit Viviane, il n'y a pas que des réussites non plus. Mais ça stimule, en effet, un mouvement qui va suivre. Voilà, dès qu'il y a un peu des avancées, des résultats, les producteurs sont prêts, en effet, à faire comme le copain, quoi. C'est ça qui est bien. Donc, le deuxième axe qu'on travaille dans notre projet, c'est quel est l'intérêt finalement de booster finalement des dynamiques collectives par la mise en place d'un outil qui permet des interactions en ligne. Donc par exemple la mise en place d'un groupe WhatsApp, ça permet en complément des rencontres et du travail qui est fait en collectif, en présentiel, de partager par exemple des photos ou d'être dans une autre temporalité que ce qu'on peut faire en collectif, c'est-à-dire le téléphone, voilà, moi je l'ai, voilà, on l'a toujours, et donc on peut partager des photos et tout ça quand on est sur le tracteur, quoi, en gros. Et donc voilà, donc je voulais savoir si vous aviez mis en place des choses avec ces nouveaux outils. Oui, le groupe de WhatsApp, en effet, a été créé d'office. Après, il n'est pas encore trop exploité parce que voilà, on est chacun dans nos orientations. Après, l'atelier apéro, c'est pas mal aussi. Oui, au niveau du groupe, donc on était parti au tout début sur un groupe Facebook, mais en fait, ça n'a pas fonctionné parce que comme le dit Laetitia, en fait, la limite du groupe Facebook, c'est que
c'est moins facile pour se connecter. Enfin voilà, c'est moins rapide, moins interactif, on va dire. Et donc on est parti sur un groupe WhatsApp. Et c'est vrai que ça a fonctionné très bien. Aujourd'hui, bon, le groupe WhatsApp, finalement, aujourd'hui, il a quitté son noyau de GI2E, puisqu'on est à plus de 100 participants sur le groupe WhatsApp. Donc c'est intéressant parce que du coup, pour la démultiplication de la pratique, l'information circule et il y a des échanges. Voilà. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on n'est plus dans la petite salle intime du GI2E. Voilà. Mais c'est un très, très, très bon outil pour échanger entre agriculteurs. Oui, c'est un peu dans la continuité. On sait qu'on est sur des métiers très contraints en temps et je me posais la question de la fréquence des rencontres. Voilà, combien de temps ça leur prend, les agriculteurs qui sont engagés dans ces démarches-là? Alors c'est vrai qu'on est plus amené à aller chez eux que eux se déplacent. Voilà. Encore une fois, les maraîchers ils sont pris toute l'année par les interventions culturelles, donc c'est un peu la grosse contrainte des groupes de maraîchers pour les faire se rencontrer. Donc on se maintient de manière ferme sur un atelier par an où ils sont tous là et on partage les résultats et on discute vraiment de la suite. Après, on organise des visites donc où les membres du collectif, mais aussi plus largement les autres conseillers, les autres producteurs peuvent venir voir ce qui se passe sur ces exploitations-là. Donc ça, c'est aussi, on en fait 2-3 par an. Et voilà, en ce qui nous concerne, pour l'instant, après c'est aussi un projet en démarrage, donc c'est vrai que petit à petit, on pourra peut-être prendre un peu plus d'ampleur si on a un peu plus de résultats à présenter et puis d'interactions à avoir, mais on s'adapte aux producteurs surtout, quoi. Nous, on est sur le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a 2 réunions par an, une en juillet pour faire le point sur les résultats voilà, des couverts, et une l'hiver avec les résultats donc, qui ont été acquis en été et en automne, et puis préparer l'année d'après. Plus, on essaye de faire au moins une démonstration, enfin une animation terrain en cours d'année. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un souci, puisque en ce qui concerne le GI2E couvert, moi, j'interviens que sur les couverts. Je n'apporte pas de conseils techniques en phyto, voilà. Donc c'est quelque chose tout à fait qui se rajoute complètement à leur charge de travail habituelle. Ouais. Merci aux intervenantes. Merci Viviane, Claire, Hélène.